Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour discuter, pour parler écologie et philosophie. Et on va voir comment la philosophie peut enrichir l'écologie à travers des questions clés et également apporter une compréhension qui peut peut-être être salutaire par rapport aux problèmes dits environnementaux. Donc dans ces vidéos où je vous présente les travaux, les regards d'autres personnes issues d'autres disciplines que l'écologie scientifique, l'idée est d'élargir l'écologie scientifique à une écologie dont le sujet est l'humain et qui forcément pour aboutir à une compréhension complète de l'humain fait intervenir d'autres disciplines que l'écologie scientifique, dont par exemple la psychologie et aujourd'hui la philosophie. L'idée générale est en fait d'intégrer, d'assimiler d'autres concepts afin de cheminer vers une vision, disons, holistique du fonctionnement humain en relation avec son environnement. Donc vers une compréhension de l'humain dans sa dimension interrelationnelle. Nous allons ici nous intéresser aux idées de Corinne Pelluchon, qui est philosophe. Elle est professeure d'université dans l'établissement Gustave Eiffel. Elle a déjà publié une dizaine d'ouvrages, dont Réparons le monde, et son dernier livre vient de paraître. Il s'intitule Les Lumières à l'âge du vivant, aux éditions Seuil. Je m'appuie sur certaines de ces interviews pour vous extraire ici des idées qui me semblent importantes. Je vous mettrai en bas de cette vidéo les références de ces interviews et également la référence de son livre que je vous invite à lire parce que forcément ici je vais faire un condensé de certaines idées, quelques idées principales qui peuvent connecter avec l'écologie humaine. Alors le titre, Les Lumières à l'âge du vivant, peut-être que ça n'interpelle pas forcément tout de suite au niveau de l'écologie, et pourtant c'est vraiment relié à l'écologie. Et d'ailleurs dans son livre, elle a un chapitre intitulé « Le projet d'une société démocratique et écologique », où elle met en avant la force émancipatoire de l'écologie. Alors, s'émanciper de quoi? On va le voir tout de suite. Alors, partons déjà donc, du titre en fait, de ce livre, « Les Lumières à l'âge du vivant ». Les Lumières. Alors, comme vous le devinez sans doute, les Lumières font référence effectivement au mouvement culturel, intellectuel, qui s'est développé notamment au XVIIIe siècle au sein de l'Europe et particulièrement en France. L'idée dans ce mouvement des Lumières, c'était en fait de quitter l'obscurantisme, les superstitions, etc. et de faire l'éloge de la raison pour aller vers un progrès nouveau qui irait vers une certaine liberté des individus. Les Lumières reposent donc sur la raison, sur la logique, sur l'esprit critique. Ces Lumières ont apporté effectivement un progrès, notamment au niveau technique. Donc cet éloge de la raison s'est poursuivi et se poursuit encore maintenant dans nos sociétés occidentales. Et pourtant, on voit que ces sociétés occidentales ont comme un problème, notamment avec leur environnement, puisqu'on arrive à un état où on crée un environnement qui est délétère pour la vie sur Terre, pour l'humain et pour les autres habitants de la Terre. C'est comme si, face à ce constat, on avait la raison qui devenait quelque part irraisonnable. En fait, il y a comme un défaut dans le système, c'est-à-dire une inversion de la rationalité, comme dirait Corinne Pelluchon. C'est vrai qu'on peut se demander, mais alors quelles sont les limites à la raison? Est-ce qu'il y a des limites à la raison, à ce qu'elle peut apporter, à ce qu'elle peut concevoir, à ce qu'elle peut fournir comme possibilité de création de sociétés harmonieuses avec leur environnement? Et donc ça, ce sont déjà des questions philosophiques, par exemple, que Kant a examinées. Et on voit qu'elles sont à nouveau d'actualité parce qu'on est dans une impasse actuellement. Et l'on veut tout faire reposer sur la raison. Et ce qu'on peut constater, c'est que les problèmes environnementaux, globalement, ne font qu'augmenter, que les connaissances scientifiques soutenues par la raison ne font aussi qu'augmenter. Donc comment ça se fait qu'on a un parallèle auquel on ne s'attend pas forcément, c'est-à-dire des problèmes environnementaux, on demande à la raison de les solutionner, cette raison, entre guillemets, fournit des connaissances, une certaine logique, et pourtant ces problèmes ne s'arrêtent pas, au contraire. Et donc ce qui est intéressant dans l'explication de Corinne Pelluchon, c'est qu'elle démontre bien qu'en fait la raison, elle n'est pas autonome, c'est-à-dire qu'elle est reliée en nous à, moi j'appellerais ça un socle, qu'elle appelle elle un schème, c'est-à-dire un socle qui va déterminer la façon dont on se représente le monde. Donc en fait, ce n'est pas forcément la raison qui devient déraisonnable, mais c'est comment l'homme donne du sens à ce qu'il fait avec la raison. Et ce qu'il faut réaliser également, c'est qu'au moment des Lumières où il y avait donc l'éloge de la raison, il y a eu, comme elle le précise, Corinne Pelluchon, une double amputation. C'est-à-dire que la raison a du coup balayé la morale, la dimension morale, disons, et aussi à balayer une certaine dimension corporelle, c'est-à-dire qu'il y a eu comme la séparation entre culture et nature, et une séparation par là même entre l'esprit et le corps, avec une certaine négligence, disons, du corps. Et donc cette dimension corporelle,
On a eu tendance à vouloir la négliger, ne pas trop y penser, la rabaisser, voire même, et puis elle faisait peut-être trop écho à notre vulnérabilité en termes de maladie, de vieillesse, de mort, et donc il était plus facile de se cacher les yeux du corps et d'aller dans l'esprit. Mais en fait, et là c'est peut-être ma façon de parler, mais c'est comme si toutes ces peurs, de la maladie, de la vieillesse, de la mort par exemple, on les mettait sous le tapis, et par là même, en fait, ça nous éloigne de notre condition humaine, qui englobe un esprit et un corps. Et donc on se contrôle, c'est-à-dire qu'on évite de se connecter à certaines choses qui sont pourtant bien réelles. Et on se contrôle, et par là même, ça induit un contrôle aussi sur l'autre. Et ce qu'elle précise bien, c'est qu'en fait, donc le socle dans lequel la raison peut peut-être s'emberlificoter, j'allais dire, ou se laisser embobiner peut-être, c'est que ce socle, il est régi par une interprétation du monde où il est important de dominer, de se dominer, de dominer les autres, de dominer la nature. Elle, c'est ce qu'elle appelle le schème de la domination. Donc on a beau avoir une certaine logique, avoir une logique parfaite, un raisonnement impeccable, des connaissances de plus en plus fines, du moment que toutes ces connaissances intellectuelles reposant sur la raison sont rattachées à une matrice qui, elle, gouverne en direction de la domination, le sens donné à la raison peut devenir irraisonnable. On peut comprendre en fait comment différents mécanismes qui peuvent peut-être paraître indépendants sont en fait reliés, partagent en fait le fait d'être issus du besoin de l'homme de contrôler. Elle cite par exemple le capitalisme, le productivisme, le totalitarisme, la bureaucratisation. Dans son livre, il y a aussi tout un chapitre sur les paysans et elle montre comment les paysans sont dans une impasse du fait du productivisme et également comment tout cela amène à ce que l'agriculture soit à l'origine de problèmes environnementaux comme les pollutions de l'air, du sol et des eaux. Et elle montre aussi que l'agriculture rassemble beaucoup de problèmes, ces problèmes dits environnementaux dont elle est la source en partie, et également la misère sociale et une production de qualité médiocre. Donc c'est vrai que ça interpelle comment, avec toutes les connaissances techniques, technologiques que l'on peut avoir, comment en arrive-t-on là ? Je ferai aussi un petit zoom, mais ça c'est personnellement, sur la bureaucratisation, parce qu'actuellement j'ai l'impression que la bureaucratisation augmente, a tendance à enfler, de par mon vécu en fait dans mon travail. Donc il s'agit de plus en plus de remplir de nombreux papiers, de justifier de plus en plus précisément certaines choses, ce qui amène une lourdeur dans le système et voire des freins jusqu'à en fait donner une inertie qui empêche la créativité et le maintien en fait dans des rails tout tracés. Le système qui se bureaucratise de plus en plus, qui est donc de plus en plus dans le contrôle des personnes qui sont dans le système, aboutit à un enfermement. Il n'y a pas d'ouverture, puisqu'en fait, on passe beaucoup de temps et d'énergie à simplement justifier, à simplement soit contrôler, soit à justifier pour répondre au contrôle. Et en lisant Corinne Pelluchon, on peut très bien comprendre comment ce système-là, bureaucratisation par exemple, n'est pas déconnecté des problèmes environnementaux, des problèmes que l'humain crée dans son environnement. Ils partagent, les deux partagent en fait ce schème de la domination, l'envie de contrôle. Et de mon point de vue, il est de notre responsabilité, et c'est même de nature écologique, de ne pas rentrer dans le jeu de cette bureaucratisation grandissante. Parce que quand on réalise qu'en fait cette bureaucratisation, elle est aussi un signal fort de notre enfermement dans cette idée de contrôle, eh bien on sait qu'en même temps, les problèmes environnementaux ne feront qu'augmenter. Donc ça va de pair. Donc il est important de solutionner l'ensemble. Et la solution, elle se trouve au sein de l'humain. Là, c'est moi qui parle, mais je pense que Corinne Pelluchon, d'après son discours, est d'accord également. C'est au sein de l'humain qu'on va pouvoir trouver la solution, puisque c'est l'humain qui se représente le monde avec un schème de domination. J'en profite pour dire que s'il y a schème de domination, il y a forcément dominé. Donc c'est toujours des relations dominant-dominé. Et du coup, je pense qu'il est important aussi de réaliser, par exemple, qu'un écologue scientifique qui a l'envie de solutionner les problèmes environnementaux va chercher des financements, remplir plein de papiers pour établir le projet, pour ensuite réaliser le projet, eh bien il est pris dans le système. Il peut
vouloir dans son métier de bonne foi solutionner les problèmes environnementaux et pour cela être pris dans une bureaucratisation énorme. Et là, dès la base, il y a le problème. Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que ce schème, cette matrice dans laquelle on est pris quelque part et qui nous permet d'interpréter le monde d'une certaine façon, c'est ce qui va déterminer nos choix, nos orientations, nos comportements. D'où l'importance en fait de ce socle dans lequel est rattachée la raison. On a vu donc les Lumières, comment elles étaient basées donc sur la raison, mais comment cette raison pouvait se fourvoyer de par le schème de domination que la société a mis en place et qu'elle hérite en fait depuis des centaines, voire des millénaires. Si on revient au titre, les Lumières à l'âge du vivant, nous avons vu les Lumières, maintenant le vivant. Pourquoi le vivant ? Pour elle, le vivant, c'est la marque de l'époque en fait. C'est pas l'époque l'époque de la technologie, l'époque des mathématiques, etc. C'est l'époque, la période du vivant, de tous les êtres vivants, humains, animaux, végétaux, etc. Et pour elle, le point important, c'est donc de changer de schème, c'est-à-dire de matrice fondamentale qui nous donne un filtre de représentation du monde. Et donc de passer du schème de la domination au schème de la considération. Cette considération, il y a la considération pour les autres, pour les êtres vivants non humains, et aussi pour soi-même. Parce que je vous rappelle que le contrôle dont on a parlé tout à l'heure, il commençait aussi en soi-même, et il se répercutait sur les autres. Et là, de même, la transformation de la matrice, la domination en considération, il y a cette idée de se considérer soi-même, et non pas de se contrôler. Contrôler ici dans le sens, je domine une partie de moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des parties de moi qui vont dominer d'autres parties. Et donc elle souligne l'importance pour passer à cette considération de reconnecter avec sa corporéité, c'est-à-dire son corps, sa dimension charnelle que l'on avait plus ou moins quittée à l'époque des Lumières en Occident. Elle dit également qu'il est important d'avoir de l'humilité, c'est-à-dire de reconnaître ses limites, de ne pas nier que oui, on peut vieillir, oui, on peut mourir, oui, on peut être malade, oui, notre corps est vulnérable. Mais en intégrant cette corporéité, ce qui est important, c'est qu'on va associer l'esprit au corps. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que penser, parce qu'au bout d'un moment, on pense que nous sommes nos pensées. Et on peut s'enfermer dans ces pensées comme ça et devenir dogmatique. D'où l'importance de reconnecter à son corps, de percevoir ce qui se passe dans son corps. Et de ne pas le nier, de ne pas le contrôler, de ne pas le rejeter. Et donc à travers le lâcher du contrôle, il y a la notion de liberté qui émerge, la notion de liberté qui n'est pas donc un arrachement à la nature, mais une reconnexion, une reconnaissance de cette nature et de notre nature. Il y a aussi la notion de droit humain qui prend un autre visage, qui doit être considéré. Quand on réalise qu'en fait, il ne peut y avoir de droit humain si la Terre est dégradée, s'il y a plein de problèmes environnementaux, comment peut-on dire que l'humain a droit à la santé ? Ce n'est même pas possible, puisque l'environnement ne le permet pas. Donc on voit bien que tout marche ensemble, et que le droit humain ne pourra être associé qu'à un environnement sain. Et c'est pourquoi notamment l'écologie, elle la voit comme une force émancipatoire. Donc émancipatoire de quoi? Émancipatoire de l'aliénation dans laquelle on s'est mis avec le capitalisme, la bureaucratisation, etc. Donc c'est-à-dire le schème de la domination. Et donc là, je la cite, elle dit que pour réussir la transition écologique, il ne suffit pas de mettre un peu de verre ici et un peu là, mais qu'il y a besoin d'un changement profond au niveau de nos aspirations, de notre représentation du monde, et s'en suivra donc une modification de nos comportements. Et pour réaliser ce changement, il y a besoin, comme elle le dit, d'un profond travail, d'une profonde transformation psychique et mentale. Ce qui rejoint tout à fait en fait ma ligne directrice, je dirais en écologie humaine introspective, où j'amène les personnes, et en premier moi-même, à réfléchir sur moi-même et avoir une attitude réflexive sur ce que je pense, sur mes comportements, et aussi chercher les solutions de quels outils je peux utiliser pour la transformation. Alors bien sûr, au niveau sociétal, ces changements doivent être accompagnés d'un changement politique, d'un changement économique, d'un changement juridique. Donc elle réfléchit beaucoup à l'échelle sociétale, civilisationnelle, mais elle fait le lien avec l'individu. Et moi, je suis plus à montrer effectivement également l'importance de la transformation de l'individu, de la personne elle-même.
Donc elle met aussi l'accent, donc si je reviens à cette notion du corps, donc la déconnexion du corps que l'on a pu avoir auparavant, de reconnecter avec son corps et donc de voir l'humain en tant qu'être vivant qui mange, qui dort, qui respire et qui habite la Terre et qui cohabite avec de nombreux êtres vivants. Donc forcément de là, cette cohabitation, cette habitation et cette cohabitation se retrouvent en fait au cœur de la politique et de l'éthique. Toujours à propos de corporéité, elle parle aussi de l'importance de donc se connecter à ses sensations et aussi à ses émotions, notamment négatives, parce que souvent on va aussi les refouler et l'important est de vivre ces émotions négatives. Et là, ça rejoint également ma démarche, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui a été bloqué dans le passé pour le libérer. Et souvent, c'est au niveau émotionnel que l'on n'a pas vécu l'émotion liée par exemple à un trauma et qui a besoin de libérer cette émotion. Et un des outils possible pour faire cela, c'est la respiration. C'est pour ça que je développe en parallèle à l'écologie humaine la respiration qui pour moi a plusieurs rôles, mais entre autres est un outil pour la libération émotionnelle, qui va servir également de reconnexion à soi et à son corps. Elle insiste bien sur sa vision de l'écologie qui n'est pas simplement une lutte contre le réchauffement climatique ou une lutte contre l'érosion de la biodiversité, mais elle voit l'écologie comme une manière d'exister, comme une manière d'habiter la Terre, une manière de cohabiter et une manière de réaliser qu'on est tous, tout un chacun, notamment l'humain, en interdépendance. Et donc là, je la cite, elle dit « L'écologie est articulée à l'existence et elle invite à rénover la conception de l'humain et des anthropologies. » C'est-à-dire qu'elle invite à penser l'humain comme un projet. Elle invite également à mettre l'humain au centre. Et donc pour cela, on ne peut plus éluder en fait la question de qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que la condition humaine, qu'est-ce que ça implique. Et donc l'écologie associée à toutes ces questions profondes, puisqu'il y a nécessité d'un profond changement psychique et mental pour un comportement différent sur Terre, amène donc à une écologie qui intègre l'humain complètement. Et dans ce contexte-là, Corinne Pelluchon, en fait, voit l'écologie, non pas que l'écologie scientifique, mais l'écologie également politique, disons, l'écologie dans son ensemble, elle le voit comme le fer de lance de nouvelles lumières. Parce qu'en fait, son idée, c'est pas de copier-coller les lumières du 18e et de les repositionner maintenant, puisqu'en fait, il y avait, comme on l'a vu tout à l'heure, comme une amputation de la raison. Donc l'idée est de lever ce verrou de l'amputation et donc de proposer de nouvelles lumières et qui peuvent être éclairées par cette dimension écologique si chacun on réalise, et si la société, et si chacun réalise que l'on est un habitant, un être vivant sur Terre, où sont couplés corps et esprit. Et où on doit lâcher cette matrice de domination pour rentrer dans une nouvelle matrice qui est celle de la considération. Donc en conclusion, en fait, l'idée, ça serait d'illuminer notre monde avec de nouvelles lumières où la raison n'est pas amputée. Mais c'est-à-dire qu'on ne va pas jeter à la poubelle la raison est toujours présente, mais elle n'est pas amputée, elle n'a pas de point d'aveuglement par un socle qui lui donnerait un sens allant vers, disons, la perversité quelque part, ou qui lui donnerait un sens aussi mortifère. Ce que l'on constate quand on voit tous les problèmes environnementaux actuellement, on voit bien que la situation va dans le sens où on se fait, comme je le disais au début, un environnement qui n'est pas propice à la vie sur Terre. Il faut changer de schème organisationnel, c'est-à-dire de matrice organisationnelle, et passer, comme nous l'avons vu, du schème de la domination au schème de la considération tel que présenté par Corinne Pelluchon. Pour elle, l'écologie n'est pas simplement, entre guillemets, de faire quelque chose contre les changements climatiques, mais ça passe par un changement dans nos psychismes profonds, dont on n'a pas forcément conscience. Et de cette transformation psychique, mentale, vont naître de nouvelles aspirations. Et donc cela passe, comme on l'a vu aussi, par la réintégration, la réappropriation, j'allais dire, l'acceptation de notre dimension charnelle, de notre corporéité. On voit donc à travers tous ces propos l'importance de la transformation de l'individu. Et c'est pas bisounours quelque part, parce qu'en fait il s'agit de comprendre effectivement le monde extérieur, ce que fait généralement la science, écologique, scientifique par exemple, mais également notre monde intérieur. Ça demande un travail, si on peut appeler ça un travail, d'aller voir en soi. Et pas simplement de s'occuper de ce qui est autour. Et puis de prendre ses responsabilités. Et progressivement aussi de prendre conscience de certaines choses qui nous pilotent, dont on n'avait pas conscience auparavant. Et dont on ne faisait pas du tout la connexion avec les problèmes dits environnementaux. Dans cette perspective, je propose des sessions que j'appelle donc des sessions d'écologie introspective, où j'aide, où j'accompagne les personnes qui sont volontaires, qui ont envie
d'aller voir leur monde intérieur et comment il interagit avec le monde extérieur à propos justement de l'environnement. Pour amener la personne à se poser certaines questions, à s'enrichir d'autres regards et à prendre conscience de certaines choses. En fait, c'est vraiment une discussion. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. En tout cas, à travers les travaux, le livre de Corinne Pelluchon, on voit à quel point la philosophie est importante pour une compréhension de l'humain, pour se poser certaines questions que l'écologie scientifique n'ira pas forcément poser. Cet éclairage philosophique va permettre de mettre en lien certains phénomènes qui apparaissent dans les sociétés humaines que l'on n'aurait pas forcément connectés et qui ont peut-être une base commune. Et c'est cette base commune qu'il faut aller travailler, modifier, changer pour faire émerger une nouvelle façon de fonctionner sur Terre. Donc je vous invite à lire le livre de Corinne Pelluchon, à vous faire votre propre avis, à voir ce qui résonne en vous. Et puis vous avez envie, n'hésitez pas à vous transformer. Et à vous transformer pour une vie plus sereine. Et c'est-à-dire un apaisement en soi et avec tout ce qui nous entoure. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'on voit bien que même si la philosophie, ça peut paraître très abstrait, voire complexe, etc., mais en fait on peut le ramener à des questions vraiment très simples, mais qui sont profondes, et également on peut l'appliquer, ne serait-ce que sur soi-même, en menant certaines réflexions, en se posant certaines questions, et en faisant ce travail justement de réflexivité. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui me gêne pas, et comment je peux transformer ça? Et pour moi, ça, c'est de l'écologie participative, dont on parle beaucoup actuellement. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Je vous invite vraiment à lire le livre de Corinne Pelluchon parce que vous y trouverez une richesse et une précision dans son argumentation que moi je n'ai pas pu ici vous relater dans tous ces détails. À bientôt. Ciao.